d'être présents. Vous n'êtes pas nombreux, mais c'est fantastique. De toute façon, aux conférences de presse, on n'a jamais eu énormément de personnes. Je sais que vous relayez l'info et voilà. Et après, on sera là pour répondre aux questions de vos collègues. Je vous remercie d'être là. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres actualités qui ne vont pas en notre faveur, mais par contre, merci car nous sommes conscients que tout événement a besoin d'une communication. Et donc, merci à vous, merci pour votre présence, car on sait que vous allez pouvoir relancer la machine, même si nous derrière on travaille depuis plusieurs mois. C'est vous au niveau de la com qui allez remotiver les personnes à venir avec dynamisme, et j'espère aussi pouvoir atteindre d'autres personnes, d'autres visiteurs. Alors, je remercie évidemment toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui et qui nous soutiennent. Notre parrain, Éric Dombe, je pense que tout le monde le connaît, le créateur et le directeur de Peridaisa, mais aussi le directeur de Mons 2015 Entreprise. Pardon. Merci de votre présence. Merci au docteur Olbrecht, chef de clinique, chef de service en oncologie. Merci d'être là, et merci d'être là depuis l'année passée, vraiment de manière très active. Merci au docteur Olbrecht. Merci aux chercheurs de l'UMONS, Monsieur Jourde, excusez-moi, Monsieur Jourde. Monsieur Jourde, merci. Voilà, je pense que pour nous, c'est une chance d'avoir des personnes qui croient en l'événement et qui nous aideront à mieux en parler, à mieux diffuser. C'est-à-dire, Éric Dombe, je pense que les personnes et les entreprises qui vous connaissent sont nombreuses. Dans le domaine oncologique, le docteur Olbrecht et la recherche. Et puis également merci à mon responsable animateur. Merci Olivier Casterman d'être là. Pour moi, c'est aussi le meilleur responsable animateur, donc merci. Voilà, je vais passer la parole à Éric Dombe. Bonjour à tous. Merci d'être des nôtres. Je voudrais devant vous exprimer ma gratitude à l'équipe de Relais pour la vie. Vous savez, quand vous exercez une responsabilité de responsable d'entreprise, qu'en plus c'est une entreprise qui a une certaine visibilité, vous êtes sollicité de toutes parts. Et souvent, je dirais, c'est dans un contexte qui est assez ennuyeux, qui est celui du monde technique de l'entreprise, parce que bon, c'est qu'il y a des collègues chefs d'entreprise qui demandent comment ça se fait que, alors que l'immense majorité des jardins zoologiques dans le monde sont en salle de réanimation, si vous permettez l'expression figurée, Dr. André, et que nous, au milieu de nulle part, on arrive quand même, je dirais, à être toujours vivant, hein, comme le sketch de Robert Lamoureux. Par contre, il y a des initiatives, nous sommes sollicités, qui me font vraiment plaisir. Font vraiment plaisir parce qu'elles nous permettent, et elles me permettent à moi en particulier de savourer la chance que j'ai, que heureusement un grand nombre de personnes ont, de pouvoir se lever en bonne condition le matin pour vivre sa vie, réaliser toute une série de choses. J'ai le bonheur, j'ai la chance surtout d'être jusqu'à preuve du contraire en bonne santé, et donc de pouvoir réaliser avec plusieurs centaines de collègues un chouette projet qui m'amène à voyager beaucoup. Voyager, c'est marcher, c'est courir, c'est pouvoir utiliser finalement toutes ces facultés physiques. J'ai la chance et le bonheur de savourer cela sans être le parrain de Relais pour la vie, et aussi d'être le témoin du bonheur qu'ont les êtres humains de s'entraider pour soutenir ceux qui ont des soucis, et surtout pour lutter ensemble contre l'ennemi idéal. Parce que finalement, le cancer, d'autres maladies graves, sont des ennemis extraordinaires. En fait, d'habitude, le mot ennemi, aujourd'hui, je dirais l'actualité, nous inonde d'informations. L'ennemi, c'est l'homme. Donc forcément, vous vous réunissez contre quelqu'un, contre plusieurs personnes. Ici, en fait, toute l'humanité est plus ou moins rassemblée.
Elle l'est plus lorsque c'est le résultat d'initiatives comme la vôtre, elle l'est moins lorsque chacun reste dans son coin pour lutter contre un ennemi qui est seul, qui est face de l'autre côté de la table. Et donc, voilà, je suis très heureux d'être le parrain du Relais pour la vie. Et je ne parle pas uniquement au nom personnel, je parle évidemment au nom de tous les collègues de notre entreprise. Je suis heureux d'exprimer ma solidarité, d'exprimer mon admiration pour celles et ceux qui, bien sûr, ont survécu, ont résisté avec succès à ce fléau, mais aussi pour exprimer notre estime, notre admiration, notre affection, notre soutien à tous celles et ceux qui se battent contre cette maladie. Quand on a la chance de savourer le bonheur d'être en bonne santé, trouver l'occasion de pouvoir vivre le bonheur de l'entraide, parce que nous sommes, nous les êtres humains, comme une espèce assez extraordinaire. Nous avons la possibilité en fait de nous mobiliser pour des personnes qui habitent à des milliers de kilomètres entre nous. Vous savez, il y a une tendance aujourd'hui, soutenue par un grand nombre de scientifiques, qui s'appelle l'antispécisme, qui consiste à dire qu'en fait, il n'y a quasiment pas de différence entre les autres êtres vivants et les êtres humains. Donc moi, forcément, j'aime bien les animaux, j'aime les plantes, j'aime toutes les formes de vie, mais je crois qu'il y a quand même une singularité, quelque chose de vraiment unique qui nous sépare, nous les êtres humains, du reste du règne animal, c'est la capacité de nous entraider pour des personnes que nous ne connaissons pas. Et dont la mort ou la survie n'influe pas sur la pérennité de notre tribu, de notre colonie, de notre groupe. Nous avons cette possibilité qui est de sortir de notre formatage génétique, de prendre du recul, et donc de poser des actes qui ne sont pas des actes intéressés, au sens où la nature et l'évolution de la vie sur Terre l'entendent, c'est-à-dire des actes qui sont programmés pour assurer la permanence de notre existence. Bien sûr, quand on soutient des activités comme le Relais pour la vie, qui sert à financer principalement la recherche contre le cancer, on ne peut pas s'empêcher évidemment de penser à nous, parce que forcément, ce qui fait avancer la recherche va avancer, je dirais, la lutte contre la maladie. Donc, je ne dis pas qu'on est totalement désintéressé, mais ce n'est pas le combustible, ce n'est certainement pas l'énergie qui réunit ces personnes. C'est une des caractéristiques d'un mouvement de pensée auquel personnellement j'adhère beaucoup, qui est d'inspiration bouddhiste, totalement dénuée de violence, qui est ce qu'on appelle la compassion. Pas la compassion méprisante, si vous voulez, pas la compassion, parce que ce terme est souvent très mal utilisé. La compassion, je dirais l'étymologie du mot compassion, c'est souffrir avec. Compatir, c'est être avec. C'est comme la sympathie, c'est souffrir avec, c'est d'être avec les autres, c'est d'exprimer en fait le lien qui nous réunit tous. Peut-être qu'effectivement, je dirais dans l'activité qui est la nôtre, qui est de développer ces jardins et d'accueillir des milliers de personnes qui n'ont pas la chance que nous avons, qui est de découvrir les beautés du monde, les beautés de la vie, la beauté des cultures. Nous sommes particulièrement sensibles à ce lien qui unit les hommes, cette espèce de recherche, d'espérance, je dirais, d'un mieux demain. Je voudrais vous remercier, en fait, vous personnellement, les journalistes qui avez pris la peine de venir aujourd'hui, parce que il y a sans doute des faits, des incidents qu'il est plus sexy de communiquer dans les journaux. Et le problème, évidemment, c'est je sais combien le métier de journaliste est un métier qui est difficile. Donc, nous avons tous tendance, à succomber à la tentation. Je dirais, comme disait quelqu'un, on entend tous le bruit de l'arbre qui tombe par terre, mais le bruit de la forêt qui doucement pousse. Et ici, la forêt, c'est quoi? Ce sont ces gens fantastiques qui consacrent leur temps, leur énergie à se réunir les uns avec les autres pour promouvoir la recherche contre le cancer. Mais vous aussi, vous avez résisté à la facilité, qui est la facilité, je dirais, de la relation des faits précis. Un incident, un accident, une grève, ce sont des faits. Et on sait que ces faits ont un impact, évidemment, sur la collectivité. Donc forcément, je dirais, tout naturellement, la presse en parle. C'est beaucoup plus difficile de parler non pas de faits,
mais de parler d'un état d'esprit, d'une attitude, d'un soutien sur la durée. Bon, vous êtes là justement pour exprimer votre intérêt pour l'action du relais pour la vie. Et à ce titre, je voudrais en tout cas vous exprimer toute notre reconnaissance. À présent, il est temps de céder la parole aux spécialistes qui, au jour le jour, est confronté, je dirais, à la situation de ces personnes qui sont en souffrance. Dr. Olbrecht, je vous cède la parole. Merci. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je pense qu'on a évidemment un discours plein d'émotions et d'espoir. Je pense que je vais revenir malheureusement à des choses un petit peu plus pratiques, un petit peu plus réalistes. Et au travers de toutes ces choses que j'ai envie de vous dire, je pense que vous allez vite déduire pourquoi on a véritablement besoin de cette fondation qui est vraiment une cheville ouvrière très importante aujourd'hui de la recherche et des progrès qu'on peut faire pour nos patients à plus d'un titre. Alors, je pense que cancer, ça reste un mot épouvantable, ça reste quelque chose qui fait excessivement peur. J'ai quand même une nouvelle assez intéressante, assez importante, c'est de vous dire que quand on regarde un petit peu l'incidence du cancer aujourd'hui en Belgique, eh bien, on atteint un plateau. Alors, c'est un plateau, malgré le fait que, compte tenu du vieillissement de la population, on a un peu plus de cancer. On atteint un équilibre par le fait qu'il y a moins de cancer, moins de l'incidence chez l'homme diminue, elle augmente un petit peu chez la femme, et l'un dans l'autre, on a une espèce de plateau qui s'installe. Alors, c'est intéressant, mais quelque part, c'est loin d'être satisfaisant, parce qu'on estime qu'on peut probablement éviter 50% des cancers, simplement par des attitudes que l'on pourrait observer, on permettrait comme ça de diminuer une incidence majeure. Alors, il y a d'autres difficultés, donc effectivement il y a l'incidence, et puis il y a probablement encore des tas de choses qui doivent être faites, simplement parce que quand on diagnostique un cancer, on diagnostique encore beaucoup trop souvent un stade avancé où ce cancer, malheureusement, la probabilité de guérir devient excessivement faible. On a, au travers de ces améliorations de survie de patients grâce à des nouveaux traitements, grâce à des traitements plus adaptés, également améliorer la qualité de vie de ces patients. Les patients vivent beaucoup plus longtemps, on a mis en place des systèmes de soins de support pour les accompagner, mais il y a encore énormément de choses à faire durant toute cette pathologie, toute cette prise en charge. Alors, on doit donc diminuer évidemment l'incidence, on doit améliorer le dépistage pour diagnostiquer les maladies beaucoup plus vite, et en termes de traitement, on a encore trop tendance à administrer des traitements un peu généraux pour des populations globales de patients qui malheureusement ne vont pas profiter à l'ensemble des patients. C'est-à-dire qu'on va donner des traitements potentiellement toxiques, potentiellement dangereux, et pour un bénéfice qui n'est pas réellement présent pour l'entièreté de la population. Et donc ce qu'on doit faire, c'est évidemment agir sur ces différents problèmes, le dépistage, l'incidence, et améliorer les traitements. Alors, la Fondation contre le cancer, c'est une fondation transversale, c'est-à-dire qu'elle va agir au travers de programmes, au travers de projets, sur l'ensemble de ces points. Le dépistage, avec des programmes de communication, la prévention, avec des programmes de communication, et la recherche. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus général que certaines autres œuvres, qui sont bien entendu tout à fait nécessaires, et donc c'est vraiment important de soutenir cette action-là, parce qu'on va faire vraiment du transversal durant tout le trajet du patient. Alors, on a un gros défi à relever, et ça c'est dans le monde entier, c'est que, en ce qui concerne les études cliniques, aujourd'hui, les études cliniques appartiennent aux firmes pharmaceutiques. Elles appartiennent aux firmes pharmaceutiques tout simplement parce qu'il est devenu quasiment impossible pour des grandes sociétés académiques, des investigateurs académiques, de créer une étude, de la mettre sur pied. Les difficultés qui sont logistiques, qui sont financières, qui sont législatives, et il devient de plus en plus compliqué de faire ça. Et donc, l'industrie pharmaceutique, même si elle a une volonté louable évidemment d'améliorer la survie des patients, va s'adresser à des populations larges. C'est évidemment, ça reste une industrie. C'est évidemment quelque chose qui pour nous est difficile, parce que, comme je viens de vous expliquer, tous les patients ne profitent pas de tous les traitements. Et donc en termes de recherche,
il y a une part importante de cette recherche qui est une recherche fondamentale qu'il faut plébisciter, qu'il faut entretenir. C'est justement d'essayer de mettre en évidence des biomarqueurs qui permettent de prédire finalement les populations qui vont vraiment en tirer profit d'un traitement, plutôt que de donner des traitements délétères potentiellement à toute une grande population. Et cette recherche fondamentale, elle ne peut pas se faire sans le soutien de la Fondation contre le cancer et d'autres, parce qu'on n'a pas les moyens pour faire ça. Ça coûte excessivement cher, et donc on a véritablement besoin d'investir là-dedans pour mieux cibler effectivement les populations que l'on va traiter. Alors, globalement, en Belgique, c'est un message aussi important que je vais vous donner, c'est on a l'avantage d'avoir, je pense, une des meilleures recherches cliniques et fondamentales. Donc quand on parle à l'étranger de ce qui se fait en Belgique en termes de recherche clinique, pas forcément dans le cancer, elle est véritablement de très très bonne qualité, cette recherche. Alors, l'événement en soi, parce qu'on va quand même revenir un peu à l'événement, donc le but évidemment c'est de récolter des fonds. Mais je trouve que, pour l'avoir fait l'année passée, pour y avoir participé, je trouve que c'est véritablement séduisant. Je trouve que, bravo à Céline et à tous les organisateurs, parce que je trouve que vous avez réussi à marier tout ça superbement. Il y a les patients d'un côté, il y a les familles, les amis, les soignants, tout ça se marie parfaitement dans des moments qui sont festifs et en même temps solennels. On n'oublie pas quand même l'austérité du cancer, on s'en souvient un petit peu, on la respecte, mais je trouve que c'est vraiment un grand moment. Voilà. Et donc moi je dis longue vie au relais pour toutes ces raisons-là. Voilà. Merci. On peut donner la parole à M. Jouve. Oui, merci. Chercheur à l'UNIS. Bonjour, effectivement, merci d'être présent et de relayer cette opération auprès des médias. Moi, je suis chercheur à l'Université de Mons depuis quelques mois. J'ai auparavant participé à de nombreuses recherches pendant une quinzaine d'années à l'Institut Bordet, qui est vraiment un hôpital dédié à la recherche, aux soins apportés aux patients cancéreux. Et donc, depuis ici, septembre dernier, j'ai intégré le service du professeur Sven Saucé, qui s'oriente essentiellement sur des recherches en oncologie, avec pour thématique principale les cancers de la thyroïde, cancers de la sphère ORL, donc communément les cancers tête et cou, cancer du sein et également mélanome. On a développé quelques nouveaux projets par rapport au mélanome. Ce qu'il faut savoir, dans ce contexte-là, que le mélanome est quand même un cancer dont l'incidence augmente encore régulièrement depuis ces dernières années. Parallèlement à d'autres cancers qui ont une incidence, eux, qui ont légèrement diminué. Et donc, tout ça pour vous dire pourquoi encore récolter de l'argent, parce que par exemple, en Belgique, on a toujours, à l'heure actuelle, environ 65 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année, ce qui est énorme chaque année. De ces cancers, environ un patient sur 3 serait un homme, une patiente sur 4 une femme. Et donc, au cours de la vie d'un individu, il y a environ 30% de la population qui va être confrontée au cancer. Il reste énormément à faire pour pouvoir maîtriser et soigner tous ces gens. Ça augmente également par rapport au vieillissement de la population, ça a été dit juste avant, et par rapport à ça, on peut donner comme chiffre qu'environ 70% des cas de cancer sont diagnostiqués chez les patients de plus de 60 ans. Mais on a aussi les cancers qui se développent chez les enfants. Et je pense qu'on est autour de 300-350 diagnostics chez l'enfant observés chaque année en Belgique. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il faut mieux comprendre comment les cancers se développent, comment pouvoir cibler spécifiquement ces cellules cancéreuses. Et donc c'est là qu'interviennent les travaux qui sont faits en laboratoire. Il y a différents types de travaux qui peuvent être menés, des travaux plutôt fondamentaux, où là on va rechercher les mécanismes de développement de ces cancers, des travaux plutôt cliniques, où là ce sera associé à des hôpitaux où on va pouvoir tester de nouveaux médicaments contre ces différents cancers,
voire des nouveaux médicaments, ou alors des combinaisons d'anciens médicaments. Et là, il y a pas mal de progrès qui sont faits actuellement. Et alors des recherches plus translationnelles, et c'est plutôt dans ce contexte-là que nous travaillons à l'Université de Mons, des recherches translationnelles qui vont rechercher, par exemple, des nouveaux marqueurs pour le diagnostic des patients. On a par exemple un exemple dans le cancer de la thyroïde, où beaucoup de personnes se présentent avec des nodules, et la question est de savoir si ces nodules sont cancéreux ou pas. Et donc des marqueurs sont encore, à l'heure actuelle, à être trouvés pour pouvoir diagnostiquer avec certitude que l'on a ou pas un cancer et que ce patient nécessite une chirurgie ou pas. Et donc dans ces recherches translationnelles, on a aussi des recherches de marqueurs pronostiques, de manière à savoir si ce cancer est plus agressif que cet autre cancer et comment le patient va pouvoir évoluer par rapport au cancer qu'il a spécifiquement, sachant que, par exemple, pour un cancer du sein, on a différents sous-types avec plus ou moins d'agressivité. Certains se soignent plus facilement parce qu'ils expriment, par exemple, des récepteurs d'œstrogène, et donc là, il y a toute une panoplie de traitements qu'on appelle l'hormonothérapie qui permet justement de bien cibler ces récepteurs. D'autres cancers du sein n'ont pas ce récepteur, et donc là, on a des cas plus difficiles à traiter, où il faut encore avoir recours actuellement à la chimiothérapie, qui est peut-être pas aussi efficace et qui certainement induit des effets secondaires extrêmement importants. Il y a aussi un troisième cas de figure dans ce genre d'études translationnelles, la recherche de marqueurs prédictifs pour pouvoir prédire quels sont les patients qui vont répondre à tel médicament, quel patient ne va pas répondre, et donc pouvoir sélectionner les patients qui bénéficieraient d'un nouveau traitement. Par rapport aux nouveautés dans les traitements, il y a, ça a déjà été rapporté un peu dans la presse, des nouvelles thérapies, ce qu'on appelle les thérapies ciblées, qui vont venir, comme le nom l'indique, cibler spécifiquement une protéine ou un gène défaillant ou altéré dans ces cellules cancéreuses. Ce sont généralement des mutations qui apparaissent. Et donc, ça permet réellement de mieux agir sur les cellules cancéreuses et de limiter les effets sur les cellules normales. Il y a aussi un développement qui se passe actuellement par rapport à l'immunothérapie, où là, ça fait longtemps que l'immunothérapie existe, mais avec des succès relativement médiocres, je vais dire, et maintenant on arrive à augmenter la survie des patients grâce à ces traitements, avec l'idée de restaurer l'activité du système immunitaire. Sachant que au cours de la vie d'un individu, il y a régulièrement des défauts qui apparaissent dans les cellules normales, et ces cellules sont naturellement éliminées, notamment en interne parce qu'il y a toute une série de mécanismes de régulation des défauts qu'il peut y avoir dans la cellule, mais également en externe parce que le système immunitaire veille et qu'une fois qu'une cellule devient transformée ou particulière, le système immunitaire est capable de la détruire. Donc il y a énormément de cellules qui meurent chaque seconde dans un organisme, justement pour pallier à ces problèmes. Et ce qui se passe dans le cadre du cancer, c'est que tous ces mécanismes de réparation et les mécanismes de défense liés au système immunitaire sont bloqués, inhibés. Et donc il y a des molécules maintenant, des anticorps, qui permettent de restaurer ce système immunitaire et d'avoir de meilleures réponses par rapport au traitement contre le cancer. Ce sont vraiment les deux approches, thérapie ciblée et immunothérapie, qui sont en plein développement pour le moment, avec des possibilités, je pense notamment au mélanome, de combiner ces deux traitements de manière à avoir une combinaison, il y a des études qui sont en cours maintenant, une combinaison séquentielle, d'abord l'un puis l'autre, et des études qui auront pour but justement de montrer quelle est la meilleure séquence de traitement à organiser. Donc, vous voyez que pour pouvoir réaliser ceci, il faut énormément d'argent, parce qu'il y a eu des gros développements technologiques qui permettent maintenant d'examiner l'ensemble de l'expression des gènes dans la cellule, l'ensemble de l'expression des protéines, la métabolomique, l'ensemble des métabolites présents dans ces cellules, et de pouvoir les comparer aux cellules normales. Donc tout ça nécessite énormément d'argent, et donc effectivement ce genre d'opération permet de récolter des fonds qui vont s'ajouter à d'autres financements qui sont certainement complémentaires. Certains financements permettent d'obtenir des chercheurs, de payer des chercheurs. Ce financement permettrait de compléter en obtenant de l'argent pour le fonctionnement, ce qu'on appelle le fonctionnement des laboratoires, permet d'acheter des anticorps, des réactifs, des produits. Donc c'est vraiment très concret comme demande. Donc les projets sont évidemment soumis à cette fondation de manière à pouvoir suivre ces recherches. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Monsieur Jourde.
Donc voilà, le relais pour la vie, vous avez compris le principe, on se relaie pendant 24 heures. La spécificité à Mons, on a voulu mettre un petit peu beaucoup plus de vie parce qu'on voulait de l'espoir. Donc on a ajouté à ces relais, à toutes ces équipes qui se relaient pendant 24 heures, des animations, du sport, des concerts. On a voulu atteindre les enfants, mais aussi les grands-parents, les parents. Voilà, c'est un événement accessible à tout le monde. Et donc pour ça, on a besoin d'un responsable de programmation, d'animation, Olivier Castelnau. Alors voilà, ben comme Céline l'a dit, on essaye depuis 3 ans de ne pas axer le week-end du relais autour du drame uniquement, que peut être le cancer pour les personnes concernées et leur entourage, mais on essaye, au-delà de l'effet larmoyant qu'insigne le cancer, et dramatique évidemment, de faire un week-end positif, tout en n'oubliant pas, comme l'a souligné le docteur Olbrecht, de consacrer certains moments à la réalité des choses. Donc le week-end est axé autour de 3 cérémonies. Donc la cérémonie d'ouverture, bien sûr, qui va vraiment être le démarrage du relais, qui va un peu expliquer ce qu'est le relais et comment il va s'organiser. La cérémonie de clôture, qui va annoncer les résultats qu'on espère flamboyants cette année, comme les autres années d'ailleurs. Et une cérémonie d'hommage qui s'appelle la cérémonie des bougies, qui a lieu le samedi soir autour de 22 h. Donc en fait, qui est l'hommage aux disparus, et c'est à cette occasion-là qu'on va allumer les bougies que vous pouvez acheter sur le site du relais. À l'occasion de cet hommage, je ne vais pas tout dévoiler, mais évidemment il y aura quelques surprises. Tout au long du week-end, donc on aura l'occasion d'assister à plusieurs concerts. Il y aura 6 groupes de la région, des groupes de reprise, mais aussi des groupes de composition qui viendront interpréter. Je tiens à souligner que tous les intervenants de toutes les animations sont là à titre bénévole, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, que ce soit les personnes qui viennent nous aider. Tout le monde est là à titre bénévole et c'est vraiment grâce à eux qu'on peut se permettre d'organiser un tel événement. Et je tiens vraiment à les remercier, notamment le dimanche midi, nous aurons un apéritif musical en présence de la Philharmonie de Saint-Symphorien, qui est comme une philharmonie reconnue en Belgique, avec plus de 65 musiciens. Alors, évidemment, le sport sera mis à l'honneur tout au long du week-end, notamment avec un événement qu'on organise pour la 3e année consécutive en VTT, donc qui est Découvrez la ville de Mons autrement, donc qui s'appelle le Mons Street VTT. Donc il reste encore des possibilités d'inscription, donc j'en profite pour relayer l'information. On limite les inscriptions à 120 équipes et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site www.monstreetvtt.be. On aura, peut-être pour citer quelques animations, la présence de joueurs de Montseno, quelques joueurs de football professionnel. On aura un marathon de 5 heures qui est organisé par une équipe qui s'appelle l'équipe de Keeper numéro 1, mais qui est ouverte à toutes les personnes qui désirent courir pendant 5 heures. Ce sera à partir du samedi 18 h. On aura un concours de tir au but, des démonstrations de rugby pour petits et grands. On aura des démonstrations, initiation de karaté, des danses hip-hop, des claquettes, du spinning le dimanche. Donc pour le spinning, il est organisé de 9 h à 11 h. En présence de 2 professeurs, à nouveau à titre bénévole, de l'Aramis Club de Mons, et les inscriptions se font directement à l'Aramis Club. Donc je vous invite à appeler l'Aramis pour réserver un vélo. On aura un réveil le dimanche matin avec du yoga, de la gymnastique rythmique, un cours de Zumba le dimanche midi, en présence d'un professeur de renom, un professeur parisien, qui s'appelle Audrey Mendes, que les habitués reconnaîtront. On aura des démonstrations de danse par les Funky Filles qui se sont démarquées à l'occasion d'une émission de télévision. La Belgique a un incroyable talent, ou quelque chose comme ça. On aura beaucoup d'animations consacrées aux enfants. On aura des décorations de cerfs-volants, des bricolages, des jeux de bois, des jeux d'hiver,
des coloriages, des grimages, des sculptures de ballons, des châteaux gonflables, et j'en passe. Évidemment, on aura un espace détente qui est dédié à nos battants, dont on va s'occuper tout le week-end en priorité. On aura néanmoins pour les sportifs, pour les marcheurs et pour les coureurs, des massages dans une tente kiné. Je tiens à souligner aussi qu'il y aura un couloir dédié aux coureurs, pour ne pas mélanger les marcheurs et les coureurs. On aura des jeux comme du baby-foot géant, d'un labyrinthe géant, on aura un essai d'une mini, on aura des démonstrations de cirque, on aura aussi un marché artisanal qui était là depuis le départ, avec plus de 20 artisans qui viendront présenter leur travail. On aura, évidemment, au-delà des bars d'hiver, un restaurant gastronomique, donc, qui est proposé par Tony Verdet de l'Anvers, en collaboration avec Benoît Neuzy. Il sera aussi aidé par des restaurateurs de la région, comme Jean-Philippe Watteigne. Je vous invite à réserver vos repas sur le site www.rpvmons.be. On aura un bar champagne, des prix très démocratiques pour passer un bon moment, même si les médecins ne seront peut-être pas tout à fait d'accord avec moi. Voilà, mais j'en passe et des meilleurs, mais on a essayé en tout cas de rassembler, et comme Céline le disait, essayer de contenter tout un chacun, du plus petit au plus grand, et de faire en sorte que ces 24 heures passent le plus vite possible, en s'amusant, tout en, évidemment, n'oubliant pas la raison pour laquelle nous sommes là, et donc récolter le plus de fonds possible. Voilà. Je pense que tout est dit. Vous avez compris ce qu'était le relais, vous avez compris qu'on avait besoin de vous. Vous avez compris qu'il allait y avoir de la vie, qu'il allait y avoir de l'espoir. Donc merci de relayer l'information, d'inviter tout le monde à nous rejoindre le samedi 7, c'est-à-dire la semaine prochaine, dès 15h, pour le départ par nos battants. Nos battants, vous avez compris, sont nos stars. Donc pendant 24 heures, on va essayer de les dorloter, de les chérir, de leur donner de l'espoir, de les féliciter pour ceux qui ont vaincu le cancer. Et puis, voilà, l'essentiel, c'est d'être ensemble, unis pour cette cause, car ensemble, je crois qu'on est plus fort, c'est une certitude, pour aider la recherche, et comme le docteur a dit, pour aider évidemment tout ce qui est accompagnement du patient et prévention contre le cancer. Donc merci de votre présence, et puis merci à notre parrain Éric Dompe, au docteur Olbrecht et à monsieur Journe.